soir, les vraies voix de l'été et de nouveau une actualité très intense. Les agriculteurs, la justice, les pompiers, les cyclistes, tous sont sur le pont et attendent vos réactions, vous les auditeurs de Sud Radio. Le sommaire. La commission paritaire du Sénat tranche aujourd'hui sur la loi d'urgence agricole qui met à jour les oppositions entre écologistes et agriculteurs. La question du soir à 17h30. Loi d'urgence agricole, #Sénat. Les écologistes et les agriculteurs sont-ils irréconciliables ? Vous entendrez une passe d'armes entre Sandrine Rousseau et des agriculteurs ce week-end, ça vaut son déplacement. À 18h10, le grand débat. Suite à l'affaire Liana, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait demandé à tous les parquets de revoir l'ensemble des plaintes déposées dans les affaires de pédocriminalité. Résultat, tout s'est accéléré. 69 626 dossiers réétudiés, 15 000 nouvelles plaintes déposées et surtout 675 personnes incarcérées. D'où cette question. #pédocriminalité. La justice avance-t-elle au ralenti par manque de sérieux, de moyens ou de volonté ? Donnez-nous votre point de vue, 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre chaîne YouTube où vous répondez à cette question et vous votez et comme ça on fera le point. Nos vraies voix ce soir. Ah, c'est un plaisir de les avoir. Avec le retour, ça faisait 1 an, Priscilla Ludowski, figure du mouvement des Gilets jaunes, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédié aux Outre-mer. Bonsoir Priscilla. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez fait pendant autant de temps ? Ah, je sais pas. J'ai perdu la mémoire. C'est bien. Des fois ça aide. Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est mieux. Bon, lui, a la mémoire. Il était là déjà la semaine dernière avec beaucoup d'à-propos. Maître Mathieu Davy, avocat, membre du collectif de défense de l'état de droit. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bon, vous avez vu, il y a un petit peu de sujet justice ce soir. Vous êtes un peu dans votre élément, quoi. C'est ça, zone de confort. Bon, je ne dirais pas que j'ai fait l'émission pour vous, mais en tout cas pour les auditeurs, c'est sûr. Et avec votre expertise, ça nous aidera. Un peu de droit ne fait pas de mal. Un peu de droit, eh oui. Et puis Geoffrey Vupéro, qui avait fait ses débuts la semaine dernière et qui restera l'homme qui a défié magnifiquement Françoise Degois, qui vous adore. Geoffrey Vupéro, chef d'entreprise et chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français, qui est une chaîne YouTube consacrée aux Français, mais par coïncidence tenue par des Asiatiques. Voilà, c'est ça. Français d'origine asiatique. Voilà. Alors donc c'est tous les pays asiatiques, bien sûr. Oui. Voilà. Bon, vous, votre pays un peu de cœur, c'est la Chine. De cœur, oui. Enfin, mon père était chinois, ma mère bretonne, donc voilà, c'est de fait. Eh oui, de fait. Donc Rooftop Français, ça s'appelle. C'est ça. Alors, eh bien, écoutez, est-ce qu'on a... Il est là, très bien. Nous allons commencer par le sujet d'actualité. Nous voulions revenir sur ce dénouement dans l'affaire Jubilard. Suite aux aveux du mari, les gendarmes ont engagé des fouilles en sa présence. Des ossements ont été découverts à 10 km du domicile des Jubilard, donc à Cagnac-les-Mines. Avec nous, l'avocat des enfants du couple, maître Laurent Boguet. Bonsoir, maître. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mon cher confrère. Bonsoir, confrère. Voilà. Et puis madame aussi, Priscilla Ludowski qui est là aussi. Pardon. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Non, vous inquiétez pas parce que je sais que pendant que je faisais la présentation, maître, vous étiez dans la tentative de connexion, donc vous n'avez pas entendu tout le monde. Voilà, je voulais bien préciser. Voilà. Bon, alors revenons donc évidemment à ce jour si particulier. Je le rappelle, vous êtes le conseil des enfants du couple Jubilard. Quelle est la réaction de vos clients ? Alors avant de vous parler de celle de mes clients qui viennent juste d'être informés, je vous parlerai de la mienne puisque je porte leur parole depuis 5 ans et demi. C'est la fin d'une interminable attente, vous vous en doutez. Cédric Jubilard a payé son dû en tant que père. Nous l'avions exhorté à désigner l'endroit où il avait effectivement enseveli la dépouille de Delphine. Il a consenti à le faire. Ça n'est pas une satisfaction, le mot ne serait pas adapté, c'est un soulagement. Et c'est, pour ce qui concerne effectivement ces 2 jeunes enfants, la possibilité qui s'ouvre
d'offrir une sépulture digne de ce nom à leur maman et de définir un lieu de recueillement. Voilà à cet instant ce que ça m'inspire. Alors votre action, on dit bien sûr l'avocat, mais souvent le terme utilisé c'est le conseil. Et vous, maître, en tant que conseil, quelle est la parole que vous tenez auprès de ces enfants? Parce que votre rôle est très particulier et évidemment dans ces moments d'annonce complètement forte, quel est votre rôle? Comment vous positionnez-vous par rapport à eux? C'est très compliqué parce que, par définition, nous sommes, avec ma consoeur Malika Chmani, des cerbères vigilants. Nous les défendons, mais nous sommes également des interprètes de cette langue étrangère qui est pour eux le droit et la parole de la justice. Donc on est toujours en interface. Et puis il y a surtout, j'ai presque envie de dire, le père qui se dissimule derrière ma robe, qui me conduit à anticiper leurs attentes et essayer de leur apporter satisfaction. Mais vous savez, leur ramener effectivement, pardon de le dire ainsi, mais les ossements de leur mère, ça répare rien. C'est quelque chose d'absolument indispensable, mais c'est très notoirement insuffisant par rapport à la tragédie racinienne qu'ils traversent. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on a tous beaucoup de mal à trouver les mots justes et les questions justes. Alors celle-ci, quand même, qui est un petit peu plus générale et peut-être un peu plus facile à vous poser, est-ce que ce dénouement est lié finalement à l'action des nouveaux conseils du père, de l'accusé, Cédric Jubilard? Est-ce que finalement c'est ce travail qui a permis qu'il passe aux aveux? C'est possible, je ne l'exclus pas, mais ce qui est certain aussi, c'est que la stratégie qui avait été adoptée primitivement au fil des ans par Cédric Jubilard consistait à nier, en dépit d'un faisceau d'indices extrêmement lourd, extrêmement concordant, son éventuelle implication dans la disparition tragique de Delphine. Il a été sanctionné lourdement par une première cour d'assises, 30 ans de réclusion criminelle, et ça peut aussi contribuer effectivement à une prise de conscience, à la fois sur le plan moral, mais également sur le plan utilitaire. Est-ce que Cédric Jubilard, qui s'est montré jusqu'à présent relativement inconstant, et sur le chemin de l'appropriation de son crime, je l'appelle de mes voeux, est-ce qu'il y intègre des éléments de stratégie de défense pour obtenir une diminution de sa peine? Rien n'est exclu. Voilà. Votre rôle dans le procès à venir sera évidemment de porter la parole et de peut-être veiller à ce qu'il y ait une sentence qui corresponde à ce que peut-être ceux que vous défendez attendent. Oui, moi ce que je crois surtout, si vous voulez, c'est que contrairement au premier procès où finalement la parole de Louis avait été déconsidérée par la posture défensive de son père, on évolue un petit peu, que ce petit garçon s'entende dire qu'il était porteur d'une vérité, la vérité sans doute de ce dossier sur le plan judiciaire, qu'il n'était pas menteur et que son père assume au contraire des postures qui lui ont fait du mal, qui l'ont, je dirais, déstabilisé davantage encore que au-delà du fait d'avoir déjà tragiquement perdu sa mère. Donc moi j'attends beaucoup de ce procès pour restaurer, je dirais, la dignité de tous ceux qui méritent de la recevoir de notre part. Quelle complexité! Merci mille fois, maître Laurent Boguet, avocat des enfants du couple Jubilard, Louis effectivement, et puis Elia. Nous reparlerons des rebondissements dans cette affaire tout à l'heure à 18h05 où nous écouterons la déclaration des gendarmes. Et puis bien sûr, nous ferons réagir les vraies voix. N'hésitez pas aussi à vous réagir au 0800 26 300 300 entre 19h30 et 20h tout à l'heure avec Quentin Barbaza. Voilà, nous marquons une petite respiration. Et puis nous entrons dans le vif du sujet avec les vraies voix de l'été. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix de l'été au cœur de l'actualité. Nous venons de faire le point donc sur le dénouement de l'affaire Jubilard. Les vraies voix ce soir avec nous, Priscilla Ludowski, Mathieu Davy, Geoffrey Vupero. Nous avons deux grands thèmes, deux grandes questions
auxquelles vous pouvez répondre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La première, loi d'urgence agricole qui est débattue aujourd'hui au Sénat en commission paritaire. Les écologistes et les agriculteurs sont-ils irréconciliables? Et puis notre grand débat à 18h10 sur la pédocriminalité. La justice avance-t-elle au ralenti par manque 1 de sérieux, 2 de moyens ou 3 de volonté? Vous êtes aussi partie prenante dans nos débats. Nous comptons sur vous. 0826 300 300 au Déto Standard. Et bien sûr, nous fonçons où? Au Tour de France. Sud Radio, le Mac du Tour. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. 12e étape aujourd'hui, 179 km entre Nevers-Manicourt et Chalon-sur-Saône. 12e étape pour les sprinteurs. Pascal Chanteur, bonsoir Pascal. Bonsoir à toutes et tous. Il y a encore eu des échappées aujourd'hui avec encore des Français, hein? Oui, encore Baptiste Verstoffer qui a fait encore un numéro, qui ne se laisse pas abattre et qui ne compte pas ses efforts, mais qui s'est fait rejoindre. Et puis après, ça a été un véritable feu d'artifice. Il y a une multitude d'attaques et donc là, peloton groupé, mais très très décousu, très décousu. Ouais, alors parmi les échappés, bon, vous avez noté et nommé Baptiste Weisstroffer. Il y avait également Ewen Kostiou et Matteo Vercher, 2 autres Français. Et dans ce que vous qualifiez de feu d'artifice dans le final, Romain Grégoire, le champion de France, a attaqué avec le champion des États-Unis, Quinn Simmons. Oui, exactement, ainsi que le maillot vert. Le maillot vert a cherché par tous les moyens à prendre la poudre d'escampette parce qu'il ne souhaitait pas du tout un sprint massif. Mais les équipiers des sprinters ont eu raison des attaques. Et là, on voit un peloton quand même relativement compact où les équipes de sprinters ont repris la main. Oui, et vous faites bien de rappeler le maillot vert, donc Mats Pedersen, qui a remporté le sprint intermédiaire et qui a donc pris 20 points aujourd'hui devant Philipsen et Merlier, même si ça lui a valu un carton jaune pour un sprint qui n'était pas forcément très régulier. Alors, arrivé à Chalon-sur-Saône, ils sont lancés, 1 km 500, c'est parti. Avec les équipes de sprinteurs qui sont au travail et notamment ceux de l'équipe Bahreïn pour Phil Bauhaus, l'Allemand. Il n'a pas encore pesé jusqu'à présent. Autre équipe présente aux avant-postes, les NSM pour Binyam Girmay, l'Érythréen qui tourne autour, ancien maillot vert qui n'a toujours pas gagné. La lutte se fait. Le dernier kilomètre maintenant, ils sont passés sous la flamme rouge avec l'équipe alpecin de Jasper Philipsen qui emmène maintenant et notamment Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, qui se lance à fond pour son ancien maillot vert mais qui a du mal depuis le début de ce Tour de France. Il n'a toujours pas gagné. Jasper Philipsen va être emmené dans des conditions idéales. On aperçoit Hub Hartz également, le coureur de l'équipe Lotto Intermarché. Les Français, on compte beaucoup sur Anthony Turgis, Dorian Godon et puis évidemment Clément Russo. Voilà, il y a une chute avec Gaviria, le Colombien. Ils sont tombés à une petite dizaine, a priori pas trop grave, mais quand même ça allait très vite. Milan Fretin pour l'équipe Cofidis avec à sa gauche Mats Pedersen, justement le maillot vert, mais il sera battu, attention, avec Tim Merlier, Max Canter également. C'est Tim Merlier qui va gagner. Voilà, 3e victoire de Tim Merlier devant Olaf Koy, Jasper Philipsen et Max Canter, a priori pour la 4e place, à moins que ce ne soit Binyam Girmay. Mais cette chute a été très impressionnante avec a priori Fernando Gaviria, le coureur colombien qui a touché une roue d'un coureur qui le précédait. J'aperçois aussi un coureur de l'équipe Picnic qui est à terre, sans doute leur sprinter Pavel Bittner. Pascal Chanteur, a priori chute très impressionnante, mais bon, pas trop grave non plus cette chute. Écoutez, pour l'instant, on voit des coureurs à terre qui sont assis sur le bord des balustrades. Il va falloir attendre le point médical, mais vous savez, une chute à cette vitesse-là, c'est jamais anodin. Donc, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de terriblement grave. Ouais, on rappelle la vitesse, c'était 70 km/h là à peu près. Ouais, un petit peu moins parce que c'était en faux plat montant, donc je dirais 60, 64, 65. Bon, victoire de Tim Merlier, c'est sa 3e. Nous, c'est le plus rapide aujourd'hui, clairement. Tim Merlier, encore une fois,
on le dit depuis le début. Bon, après, ça peut être des aléas de placement ou autre, mais physiquement, c'est lui le plus rapide et le plus fort. Clairement, et on voit bien l'arrivée d'hommes forts, parce que faux plat montant, et on voit qu'il s'est détaché. Clairement, il a pratiquement un vélo d'avance sur le deuxième. Et alors, a priori, autre victime de la chute, le vainqueur de l'étape d'hier, Søren Warengschold. Et la chute a été provoquée en fait par le télescopage de deux coureurs. Gaviria a été bousculé involontairement par Olaf Koy. Et donc il y a et le Cara Rural, c'est Fernando Gaviria. C'est bien. Voilà, c'est ça. Merci Pascal Chanteur. On refera le point avec vous tout à l'heure à 18h45. Une nouvelle fois, l'explication entre les sprinteurs. Pour la première fois de ce Tour de France 2026, une chute à l'arrivée. Mais a priori, ça devrait aller pour l'ensemble des coureurs. Je crois que le Français Dorian Godon, également le champion de France de l'année dernière, a été victime d'une chute, mais il se relève. Voilà pour le Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et nous revenons avec les vraies voix qui patientent. Priscilla Ludowski, Mathieu Davy, Geoffrey Vupero. Nous sommes rattrapés par l'actualité. On va commencer par vos tours de table. Et alors, Mathieu Davy, avocat, membre du collectif de défense de l'état de droit, vous revenez sur... Alors ça, c'est vrai que c'est drôle. C'est un peu passé inaperçu avec toute cette actualité, mais en fait, Marine Le Pen utilise pour sa campagne le terme qui est un terme politique d'un de ses adversaires. Eh oui, la marque, c'est une marque déposée, la marque Renaissance, déposée au nom du parti. Donc Gabriel Attal a signé Marine Le Pen, qui donc à peine sortie de son procès d'appel est à nouveau devant la justice le 27 juillet pour se voir interdire l'utilisation du terme Renaissance, marque déposée par le parti Renaissance, donc au titre de la violation du droit des marques, et aussi pour parasitisme, c'est-à-dire en pensant que ça créerait une confusion dans l'esprit du public. Alors, mais ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser, par exemple, il y a les Républicains, on peut plus utiliser nous sommes Républicains. Les Républicains est une marque déposée. Alors, là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas une marque concurrente. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'a pas déposé la marque Renaissance. Elle utilise le terme Renaissance sur son affiche. Alors, est-ce qu'elle l'a fait un peu exprès ? Est-ce qu'elle n'a pas compris, évidemment, que c'était peut-être une cohésion avec le terme de la marque. Est-ce qu'elle l'a fait exprès, en fait ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Maintenant, qu'elle l'ait fait exprès ou pas, est-ce que c'est blâmable ? Est-ce que vraiment il y a un risque de confusion ? Et là, permettez-moi d'avoir un petit joke. Si il y a une confusion entre Renaissance et le Rassemblement National, ça pose un petit problème programmatique. Oui. C'est-à-dire que très franchement, si on est très clair sur son programme et sur son identité, il n'y a pas vraiment de raison de créer le doute. Alors, est-ce que c'est une malice de la part de Madame Le Pen d'essayer justement de capter le centre droit ? Est-ce que du côté de Monsieur Attal, alors, attaqué en justice, on veut protéger ces éléments de propriété incorporelle, ces signes, ces marques. De l'autre côté, moi, j'y vois aussi la judiciarisation de la vie politique, un peu à outrance. Encore une fois, vous l'avez dit, est-ce qu'on va banaliser des termes ou s'approprier des termes comme République, démocrate, oui, c'est ça, insoumise, la France, des termes dans le prenez lieu commun. Au bout d'un moment, c'est quand même des termes de la langue française extrêmement communs, voire très liés à la politique elle-même. Donc, s'approprier un monopole sur des termes comme démocrate, républicain, Renaissance, Horizon, France Insoumise, donc la France. Ça me paraît un peu délicat. D'autant que ça fait la 3e fois qu'il change de nom. Il y a eu En Marche, il y a eu bref. Donc j'ai pas d'avis tranché, mais en tout cas, rendez-vous le 27 juillet au tribunal judiciaire de Paris pour la décision qui sera rendue. À suivre. Alors là maintenant avec vous, Priscilla Ludowski, une plainte qui a été déposée par les parents d'une adolescente de 13 ans, Chilo, qui est décédée d'un cancer après avoir été scolarisée dans une école donc qui se trouve à Franconville, dans le Val d'Oise. Et il y a dans cette terrible affaire des plaintes qui ont été déposées et des questions sur le sol précisément, qui est sous l'école. Oui, ce sont donc Diane et Modibo Diakité qui ont perdu leur fille
qui est décédée d'un cancer qui est extrêmement rare, un cancer du sein pour une enfant de 13 ans. Donc pour pas dire n'importe quoi, je préfère être sûr de bien le prononcer. C'est angiosarcome mammaire. Et donc effectivement, ont été retrouvés dans son organisme des polluants qui ont été retrouvés aussi dans l'école. Et donc du coup, il y a une enquête qui a été menée parce qu'il y a quand même 2 autres cas avérés d'enfants. Donc un enfant qui est décédé d'une leucémie et un autre enfant qui est en rémission. Et donc potentiellement pourrait y avoir d'autres enfants, mais en tous les cas, les parents de Chilo ont déposé une plainte le 1er juillet pour homicide involontaire. Et il y a aussi des actions qui sont menées côté administratif pour obtenir des documents, pour pouvoir étayer leurs propos, pour pouvoir avoir des réponses surtout sur la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire qui a décidé quoi, à quel moment, dans quel contexte, etc. Et donc voilà, elle a lancé une pétition, les parents ont lancé une pétition sur la plateforme mypétition.org pour demander justice pour Chilo et pour surtout faire que, et d'ailleurs elle le dit dans le titre de la pétition, c'est que ça ne se reproduise pas, que ce soit à Franconville, puisque c'est là que se trouve l'école René Vatrelot, ou ailleurs, dans une autre école. Et en fait, avec tout ce qui se passe actuellement sur l'usage des pesticides, des polluants, toutes les mobilisations qui ont eu lieu, on a des précédents en France et en Outre-mer avec la question du chlordécone qui a pollué les sols durablement. Donc on sait ce que c'est, les conséquences. Donc là, si ça touche les enfants, c'est problématique. Une école qui est pas très loin de la gare RER, par exemple. Effectivement, bon alors c'est un endroit qui est pas très verduré, quoi. Hein, et donc, en tout cas, à côté d'un site, un site pollué. Donc du coup, je pense que, tout à l'heure, on avait un autre sujet qui concerne les enfants. Là, je trouve que dès lors que ça touche les enfants, ça devrait d'autant plus nous alerter. On connaît les conséquences de tous ces polluants sur la santé. Ça devrait être un sujet plus que de santé publique, plus que de cas isolés sur cette famille. Oui, il y avait eu un article dans Le Parisien le 1er juillet dernier. Voilà, donc en tout cas, ça suit son cours. Bon, maître, juste très rapidement, mais visiblement... c'est un drame absolu. Maintenant, techniquement, s'il y a procès, il va falloir établir la chaîne de responsabilité. C'est pas évident. C'est pas évident, et c'est terrible d'entendre ça pour les victimes et les familles, hein, mais il va falloir démontrer un lien de causalité entre les sols, la pollution, le cancer de la petite, la responsabilité de qui, in fine? De l'école, donc de la mairie. Est-ce il peut y avoir une responsabilité de l'État si on sort de la mairie, si c'est sur d'autres zones? Donc, ça risque de prendre des années, parce qu'il va falloir faire la lumière sur tout ça, faire des investigations assez lourdes pour créer une responsabilité et donc un procès qui pourrait aboutir sur une condamnation et donc une réparation du préjudice subi par la famille, je crois même les familles, parce que si j'ai bien compris, il y a d'autres enfants qui seraient touchés. Tout à fait. Bon, on marque une petite respiration. Geoffrey Vupero, je ne vous oublie pas, vous aurez votre tour de table. Vous avez vu que l'émission s'adapte au direct. On marque une petite respiration, on se retrouve dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été avec votre sujet du soir dans un instant, la loi d'urgence agricole au Sénat avec en ce moment même la commission paritaire. Les écologistes et les agriculteurs sont-ils irréconciliables? Vous nous donnerez votre point de vue. Commencez. Vous êtes attendu au 0826 300 300 et puis bien sûr sur notre chaîne YouTube, vous répondez à cette question. Sont-ils irréconciliables ou non? Nos 3 vraies voix, je vous les représente, Priscilla Ludowski, Mathieu Davy et Geoffrey Vupero. Nous étions en plein tour de table, un petit peu désorganisés avec l'arrivée du Tour de France et tout ça, et nous continuons et nous concluons donc avec vous, Geoffrey Vupero. Vous vouliez revenir sur la loi sur l'aide à mourir adoptée hier. Oui, effectivement, hier, la loi sur l'aide à mourir a été adoptée avec 295 voix contre 232. Je pense que c'est un sujet qui aurait mérité un débat. Il a eu lieu quand même. Pas suffisamment à mes yeux. Moi, d'emblée, je casse le suspense tout de suite, je suis contre, d'emblée. Contre cette loi. Contre cette loi. Qui permet, par exemple, on avait Charles Bietri, qui est mon ancien patron à Canal+, qui disait « Je ne vais pas être obligé d'aller en Suisse pour choisir le moment où je vais mourir, il est atteint de la maladie de Charcot. » Je comprends bien. C'est un débat qui aurait pu être présent. Je suis contre d'emblée, je vais pas m'étaler pour les raisons, mais je pense que ça dénature la médecine. Je pense que c'est un débat anthropologique, c'est quelque chose qui est en train de changer. Je pense qu'il y a des dérives qui pourraient arriver, il y a un glissement possible. Ça va probablement exacerber aussi des inégalités financières en lien avec les soins palliatifs, ce genre de choses. Mais en réalité, j'aurais été ouvert à débattre et j'aurais été ouvert à être convaincu de l'inverse.
Le problème, c'est qu'on a une conclusion qui tombe pendant l'été comme ça. Et moi, je le dis gravement et je pèse mes mots. Moi, citoyen français, j'exige un référendum sur ce sujet grave. Réaction Priscilla Ludowski à ce que vient de dire Geoffrey. Il y a eu une convention citoyenne sur la fin de vie, donc il y a des gens qui ont quand même débattu dessus et ça fait pas mal couler d'encre. Moi, je suis ni pour ni contre. En fait, je suis un peu partagée parce que je me dis c'est vrai que quand on est concerné plus ou moins par ses proches, etc., on est plus ouvert à débattre de la question et parfois on change d'avis quand on avait un avis tranché, mais je pense que c'est une question très difficile et que c'est éminemment personnel. C'est personnel, ouais. C'est difficile. Il y a même la question religieuse qui peut venir se heurter à ça. Il y a les questions éthiques. En fait, ça brasse tout un tas de publics. Et j'espère qu'au sein de cette convention, ils ont pu brasser ces publics et les consulter pour prendre les meilleures décisions possibles. Mais c'est pas facile, quoi. Mathieu, David. Moi, je suis pour la liberté absolue des individus de disposer de leur corps comme de leur vie. Voilà, moi, c'est un point de vue. On n'a qu'une vie, c'est la nôtre, elle nous appartient, et donc on doit pouvoir effectivement. Pour moi, c'est un élément de civilisation que de pouvoir aborder ces sujets-là et de pouvoir justement trouver des solutions. Et quand on voit des cas extrêmement graves de maladies, de fin de parcours, je pense que de la souffrance endurée pour certaines personnes, on ne peut pas ne pas en tenir compte et de trouver des solutions pour essayer d'apaiser des souffrances et de faire droit aussi au consentement et aux volontés des personnes. Bien sûr que derrière, c'est un sujet sociétal qui implique énormément de convictions, de réflexion, c'est le sujet ultime. Et donc il faut le traiter, je crois, je vous rejoins mes camarades, il faut le traiter avec du temps, de la concertation, de l'intelligence, du débat, du partage d'idées et pas que de la confrontation de postures. C'est un sujet sur lequel je pense qu'il faudra revenir. On peut pas, il n'est pas clôturé aujourd'hui. Oui, c'est ça. On en a parlé. Voilà, on en a parlé un petit peu hier soir avec nos auditeurs et avec Quentin Barbaza. Bon, ainsi continue le débat et c'était important que vous le souleviez dans ce tour de table. Allez, ouvrons le grand sujet, la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole passe sur le grill aujourd'hui en commission paritaire au Sénat. Son objectif, reconquérir la souveraineté alimentaire française en soutenant les agriculteurs. Certains partis de gauche et écologistes parlent, je cite, d'une horreur sanitaire et écologique absolue et une loi criminelle pour nos enfants. La question du soir, les écologistes et les agriculteurs sont-ils irréconciliables ? Je vous propose d'écouter cette passe d'armes entre Sandrine Rousseau et des représentants agriculteurs de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. C'était le week-end dernier, dans le cadre du Festival international du journalisme. Ça se passait à Couture-sur-Garonne. Bon, on va pas polémiquer, parler de vos propos qui sont complètement débiles parce que de toute façon, vous n'êtes là que pour faire du buzz en permanence. Vous avez en face de vous quelqu'un qui depuis 4 ans, n'a pas sorti un sou de son exploitation. Mais c'est ça le sujet, c'est pas le barbecue. En fait, c'est ça votre sujet, c'est votre revenu, c'est la dignité de votre travail. Et vous dites que vous en avez rien à branler de notre revenu. Non, madame, de la rentabilité, parce que précisément, je veux que vous ayez un revenu. Madame, ça fait 4 ans que je n'ai pas donné un sou à mes gosses. Depuis je roule avec la voiture de mes parents. Vous voulez que je vous dise que pour moi, la rentabilité, ça n'est pas le sujet, c'est votre revenu. Vous n'êtes pas agricultrice, vous savez mieux que nous. Non, mais je suis économiste et que votre... Voilà, alors effectivement, vous l'avez compris, d'où notre question, hein, les écologistes et les agriculteurs sont-ils irréconciliables ? Alors tous les écologistes ne pensent pas comme Madame Sandrine Rousseau et tous les agriculteurs ne pensent pas comme ceux de la coordination rurale, on est bien d'accord, mais en tout cas, il est clair que il y a des débats houleux. Alors cette loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole passe aujourd'hui donc en commission mixte paritaire. Elle concerne notamment les stockages d'eau, la réintroduction de pesticides. Vous imaginez évidemment la tendance. Réaction, alors déjà Priscilla Ludowski, on sent qu'il y a un fossé qui se crée entre les agriculteurs et les écologistes alors que, a priori, ils devraient y aller ensemble. Oui, mais en fait, moi, j'entends les agriculteurs depuis longtemps se plaindre de leurs conditions de travail. C'est quand même la profession où il y a le plus de suicides. Enfin, les mutuelles d'agriculteurs le disent et les enfants des agriculteurs sont aussi touchés par ces pesticides qui les empoisonnent et qui les rendent malades. C'est documenté, c'est plus à prouver. Ce que je comprends pas, c'est qu'on est dans un perpétuel moonwalk sur ce sujet. Et qu'effectivement, un côté écologiste, ils se battent pour qu'on utilise de moins en moins de pesticides et qu'on arrête d'en utiliser. On réintroduit des pesticides. On est quand même en France, par les Outre-mer, les champions du monde du cancer de la prostate en Martinique et en Guadeloupe, dû
aux insecticides, dont on savait qu'ils étaient dangereux, dont on les introduit volontairement. Je comprends pas pourquoi on continue en fait à aller dans cette direction plutôt que d'aller vers des cultures vivrières. En fait, je comprends pas pourquoi on entend toujours les mêmes types d'agriculteurs. Moi, j'en ai rencontré beaucoup qui développent des agroforesteries, qui développent des alternatives, qui expliquent qu'il y a des moyens de faire autrement, et jamais les subventions européennes et toutes les mesures qui vont dans le sens de la souveraineté alimentaire soi-disant, je comprends pas pourquoi elles n'intègrent pas ces alternatives-là, et qu'on est pour des intérêts économiques, on sacrifie la santé et l'environnement des gens, en fait. On connaît les conséquences. Donc, je comprends pas ce fossé, parce qu'en fait, les agriculteurs, ils voient, j'entends le témoignage de cette personne qui dit, voilà, on a besoin de payer nos factures, on a besoin de manger, etc. Sachant qu'il y a plusieurs thèmes, effectivement, sur celui-ci, alors qui vous est cher. Bah oui, faut pas me lancer là-dessus. Oui, non, si, justement. C'est pour ça que je vous ai lancé là-dessus. Ça peut durer. Non, mais c'est très bien. Sur la question des pesticides, en tout cas, il y a ce point de vue. Geoffrey Vupéro. Oui, moi je trouve vraiment quelque chose d'incroyable dans les sujets agriculture et même industrie, c'est qu'aujourd'hui on a une Sandrine Rousseau qui va crier au drame avec les agriculteurs. Elle va souhaiter leur imposer de nouvelles normes qui probablement pourraient les mettre en difficulté, les empêcher de se développer. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un secteur d'activité en difficulté? On risque de perdre des agriculteurs. Mais on a quand même besoin de se nourrir. Donc si on se nourrit, on a quand même besoin d'importer. Et donc on va importer de pays qui n'auront pas forcément les mêmes normes que nous, qu'on aurait pu faire consensuellement, probablement avec des solutions alternatives qu'on aurait pu trouver ensemble grâce au français qui a les compétences pour créer une agriculture plus propre, avec des pesticides propres. Ça doit être possible aussi, j'ai pas les compétences, mais ça doit être possible. Et là, c'est absolument ridicule qu'on soit là juste pour mettre des bâtons dans les roues des agriculteurs, les voir mourir, et en contrepartie, importer des produits qui viennent d'ailleurs et finalement détruire tout le potentiel agricole, industriel qu'on a ici. Bon, 2 points de vue, vous tranchez entre les deux, Mathieu Davy? Alors déjà, on peut pas envoyer Sandrine Rousseau négocier avec les agriculteurs. C'est vrai que c'est c'est comme envoyer Trump faire un accord de paix. Je veux dire, c'est vrai que la manière dont elle a pris le débat en s'en tapant de la rentabilité, et qu'elle explique maintenant que c'est pas la rentabilité, c'est le revenu. Bon, bref, c'est pour une économiste, c'est assez médiocre. Non, réconcilions évidemment l'écologie et l'agriculture par des personnes diplomates, sensées et respectueuses du débat public, et pas des personnes sur des postures. Donc déjà, je pense qu'effectivement, ça se passera mieux dans le débat public. Faut pas oublier que les agriculteurs sont aussi des écologistes pour la plupart aussi. Faut pas opposer ce qu'ils disent sur l'antenne de Sud Radio souvent. Hein. Ils sont quand même sur le terrain, ils savent de quoi ils parlent. Et je rejoins ma co-tribune, c'est que c'est assez dingue de parler encore de pesticides aujourd'hui. Moi, personnellement, je trouve que c'est un débat archaïque. Ouais. Sauf que si en face, vous êtes en concurrence avec, dans le cadre du marché européen, des gens qui les utilisent, il est là le problème. Il faut avoir le courage de stopper ça à l'échelle européenne. Oui, alors ça, c'est très bien. Mais il faut que les autres suivent aussi, parce qu'au bout d'un moment... Alors, réaction 0826 300 300. Nous allons dans le Tarn-et-Garonne, à Montesquieu. Bonsoir, Benoît. Oui, bonsoir. Bon, vous avez entendu, hein, bon, ouais. Est-ce qu'on va arriver à réconcilier, ça serait bien, les écologistes et les agriculteurs? Non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que le fossé, c'est pas un fossé, c'est un viaduc maintenant. C'est fini. Il faut, voilà. On nous empêche de faire trop de choses. Il faut qu'ils arrêtent. Voilà. On voit aujourd'hui les conséquences. Voilà, on y est. Alors Benoît, justement, vous êtes agriculteur ou pas? Oui, agriculteur. Ouais. D'accord. Alors bon, la question des pesticides, là, on vient d'en parler, et c'est vrai, il y a une question de santé publique, mais si l'Union européenne ne permet pas à tout le monde de jouer dans la même catégorie, on est en pleine Coupe du Monde de football, on voit bien que s'il n'y a pas les mêmes règles pour tout le monde, on n'y arrive pas. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Joli. Alors voilà. Après pour les stocks d'eau, là c'est un vrai débat. Vous dites, profitons de l'eau, il faut la stocker. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours pourquoi en face, les écologistes disent non. Là, typiquement, c'est beaucoup plus problématique que le cas des pesticides finalement, parce que là, c'est une question de mentalité sur l'eau. Mais non, mais l'eau, c'est le problème. L'eau, c'est la vie. Le souci, c'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, l'eau, si on n'a plus d'eau, on n'a plus de vie. Hein. Donc, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans qu'on nous bassine avec des trucs où qu'on nous dit faites des retenues d'eau, vous faites des dossiers, vous demandez des trucs. Enfin, voilà. Et on est toujours pareil. Ah ouais, mais il y a une grenouille là. Attention, hein, là, on va pas creuser là. Sauf que on laisse passer des millions de mètres cubes d'eau et on stocke pas. Et aujourd'hui, voilà, on arrive où c'est que on a des feux de forêt, on a de tout et on n'a pas d'eau parce qu'en face, on n'a pas d'eau.
C'est le truc, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut encore des agriculteurs ou est-ce qu'on n'en veut plus? Voilà. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, des agriculteurs. Moi, je me le demande, quoi. Voilà. Alors, on a vu également une passe d'armes assez incroyable sur les bancs des différentes assemblées, parce que aujourd'hui c'est au Sénat, mais Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, et puis Madame Barbu, la ministre de l'Écologie, qui n'étaient pas d'accord sur le principe. Qu'est-ce qui se dit, cher Quentin Saunier, chez nos auditeurs de Sud Radio, à la question les écologistes, les agriculteurs sont-ils irréconciliables? Écoutez, le constat est sans appel sur notre sondage YouTube. Ils sont 90% à répondre oui. Les écologistes et les agriculteurs sont irréconciliables. Donc là, c'est net et précis. On a beaucoup de commentaires qui accompagnent ce sondage. On a Kern qui nous dit les écologistes sont tout sauf écologistes. Et je peux vous dire que beaucoup le rejoignent dans les commentaires. Et on a Harold qui nous fait ce constat. Le pire dans tout ça, dit-il, c'est que les deux ont des intérêts communs. Bon, il y a des écologistes du centre, il y a des écologistes très à gauche aussi, sur la classe politique. Faut pas l'oublier, Geoffrey. Oui, ce sujet des écologistes pose un grand problème parce qu'ils sont toujours là pour ralentir l'économie française aux dépens. En fait, ils souhaitent imposer une norme écologique qui viendrait protéger l'environnement dans beaucoup de domaines aux dépens de l'économie française. C'est plutôt une démarche positive, quand même. Effectivement. Ouais. Seulement, le problème, c'est que on a un impact à l'échelle de la planète qui est négligeable. En fait. Je prends un exemple tout à fait concret. Dans les villages à côté de chez moi, il y a des lampadaires. Il doit y avoir 5 lampadaires par village parce qu'il y a 300 habitants. Quand vous allez dans un pays asiatique, en Asie du Sud-Est, en n'importe quel pays même, qu'on considérait moins développé, un immeuble représente plus que ces lampadaires. Je trouve ça dingue que par idéologie écologiste, on vienne taper sur les petites gens, en réalité, parfois les agriculteurs, en leur empêchant de se développer, en empêchant la France de trouver des solutions pour avancer. Et à l'autre bout du monde, on consomme beaucoup plus et on se retrouve ici avec un impact absolument ridicule. Priscilla Ludowski, c'est vrai que les écologistes, certains d'entre eux se sont radicalisés. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que qu'on le veuille ou non, pour plein de raisons historiques et plein d'autres raisons liées à tout ce qui s'est fait de bien ces dernières années en France, la France est regardée dans le monde. On peut être par moment sur certains domaines un exemple et on est regardé, on fait partie d'un ensemble et on a été à la tête des accords de Paris en 2015. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, ce qu'on fait a du sens à l'international et montre l'exemple. Donc l'idée, c'est pas, moi avec cette pétition sur la taxe carbone, je suis quand même assez bien placé pour dire que je suis pas pour qu'il y ait des mesures punitives et que quand on met des mesures en place, il faut qu'elles soient plus justes et qu'elles impactent votre passé de gilet jaune. Voilà, et qu'on impacte. Alors tout est punitif aujourd'hui. Justement, moi je suis pas pour que ce soit punitif, mais je suis pour qu'on voit par des conventions citoyennes, par du débat, par tout un tas de choses qui se font et qu'on sait faire, que les choses soient beaucoup plus justes et n'impactent pas négativement toujours les mêmes. Ouais. Sauf que la France, par ses outre-mer, qu'on oublie tout le temps, est 15e sur le rang mondial des pays les plus vulnérables au dérèglement climatique et à tout ce qui fait qu'on a des impacts négatifs sur l'environnement. Donc on a un rôle à jouer, on a des mesures à mettre en place et je pense qu'il y a un sujet au niveau de l'Europe. Je pense qu'on n'est pas suffisamment courageux politiquement pour faire qu'au niveau de l'Europe, on fasse ce qu'il faut. Là, pour le coup, il y a consensus. Bon, merci pour ce sujet, vos différents points de vue. On fonce. Dans un instant, on reçoit notre auditeur fil rouge. On lui a demandé d'être ministre des Forêts, parce que là aussi, parlons-en. Il y a tout un travail à faire. Et d'ailleurs, souvent les écologistes et les agriculteurs s'opposent parce que pour éviter certains feux de forêt, il y a du débroussaillage. Les uns disent non, les autres. C'est vrai que ça devient pénible. Bon, on retrouve notre auditeur dans un instant. C'est parti. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Ça débat entre un avocat passionné, une ancienne gilet jaune qui se consacre maintenant à de la philanthropie, à aider les uns et les autres, et puis un chef d'entreprise qui baguenaude entre le continent asiatique et la France. Dans l'ordre, Mathieu Davy, Priscilla Ludowski et Geoffrey Vupero. Ils sont avec vous pour deviser et notamment pour évoquer ce sujet, les feux de forêt. Alors il y a toujours beaucoup de tensions autour de Fontainebleau. On en parlera tout à l'heure à 18h30. On écoutera les décisions notamment d'Emmanuel Macron, puis on fera un point précis si vous devez utiliser l'autoroute A6 qui est toujours fermée. Et là, on a les dernières informations. Mais justement, on voulait solliciter notre auditeur fil rouge ce soir. Le voici, le ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Jacques, avec un prénom comme ça, c'est pas ministre, c'est président de la République. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir les vraies voix. Oui, si vous voulez me mettre président de la République, il faudrait peut-être que les gens votent pour moi. Ça, c'est pas gagné. Écoutez, rien qu'à vous écouter, vous donnez envie parce que vous avez beaucoup de jovialité et de bonne humeur dans votre voix. Alors, vous nous habitez vous nous appelez, vous habitez donc à Mulhouse, c'est ça? Oui, dans les environs de Mulhouse, oui. Très bien. Alors, où exactement? C'est un petit village à 10 km au sud de Mulhouse, dans une région qu'on appelle le Sunco. Très bien. Vous êtes ministre des Forêts. Vous avez 3 propositions à faire. Alors, dans l'ordre, vous allez être donc testé comme ministre, puis vous défierez nos vraies voix dans le jeu de l'été, puis vous débattrez avec nous tout à l'heure, notamment sur la question de la pédocriminalité. Sur la forêt. Il y a beaucoup à dire. Justement, vous êtes avec nous, on va en profiter. Alors, vos 3 propositions en tant que ministre des Forêts. Eh bien, la première proposition, ça serait déjà de rétablir les effectifs des agents des forêts qui ont été licenciés par wagon entier. Parce que quand on n'a pas d'agents des forêts, les forêts ne sont pas contrôlées, donc elles ne sont pas entretenues. Et quand elles ne sont pas entretenues, ça ne facilite pas l'accès des secours en cas d'incendie, par exemple. On a tendance à l'oublier, c'est vrai que c'est un point principal. Vous débutez bien votre ministère. Ensuite, deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est de faire respecter l'obligation de défrichage à tout prix, avec des amendes fortes au besoin. Parce que les gens ne défrichent pas autour de leur maison. Donc ça oblige les secours effectivement à les évacuer. C'est toujours très compliqué. Alors qu'avec une simple mesure de défrichage, ça serait résolu. Alors vous avez déjà toute une partie de nos... plaisir aux écologistes, oui, mais malheureusement... oui, mais vous avez toute une partie des agriculteurs qui sont derrière vous, monsieur le ministre, déjà. Donc c'est pas mal. Et votre troisième point ? Et là, le troisième point, c'est que les incendiaires soient punis à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Parce que malheureusement, et ça c'est un problème général de la justice est une justice en carton, une justice qui ne punit pas, et malheureusement, quand on ne punit pas, eh ben tout arrive parce que tout le monde se croit tout permis. Voilà, tout simplement. Voilà les 3 propositions de Jacques en tant que ministre des Forêts autour de la table. D'accord, très bien. Et en élément subsidiaire, vous parliez des agriculteurs. C'est vrai qu'on a beaucoup de raisons de les critiquer. On les assassine en ce moment. Mais regardez ce qui s'est passé à Fontainebleau et dans d'autres endroits comme la Lozère. C'est les agriculteurs qui alimentent les pompiers en eau pour que les pompiers perdent le moins de temps possible. Donc l'agriculture, elle joue un rôle important, il faut pas l'oublier quand même. Bon, et comme ça fait le lien avec notre débat précédent. Bon, alors, le chronomètre tourne, vous avez réussi cette première épreuve du ministre. Voici votre deuxième épreuve, celle du jeu de l'été. Les vraies voix Sud Radio. Alors, vous y connaissez en musique, cher Jacques ? Il y a des émissions comme l'autre jour où c'était des chansons françaises, j'aurais répondu à toutes. Bien. Alors, vous allez vous associer dans cette histoire. Aussi, je vous donne. Alors, vous associez soit à Mathieu Davy, soit à Priscilla Ludowski, soit à Geoffrey Vu-Perrot. Il va vous falloir trouver le pays organisateur d'une des Coupes du Monde depuis 1930 qui se cache derrière cette chanson. Donc il faudra trouver le pays organisateur de Coupe du Monde dans l'histoire. Avec qui voulez-vous aller au front, cher Jacques ? On va y aller avec Priscilla. C'est gentil parce que je suis nul. donc je compte sur vous. Oui, mais Jacques a dit qu'il était bon. Vous avez entendu, j'ai dit Jacques a dit qu'il était bon. Donc si je dis Jacques a dit, c'est que c'est bon. En plus, Jacques a dit, jeu effectivement historique. Et donc Geoffrey, merci. Geoffrey avec Mathieu. On est d'accord. Donc, écoutez bien ce premier extrait. Derrière se cache un pays organisateur de Coupe du Monde. C'est parti. La place rouge était vide. La Russie. C'est la Russie. Ils ont gagné. Mais c'est Mathieu Davy qui répond le premier. C'est le premier arrivé à 5 points. Vous avez dit. Okay. La Russie qui est organisée en quelle année ? Alors là, 2018. D'accord. Je pensais que tu parlais de la première fois. La France y a gagné, bien sûr. Attention, mesdames et messieurs, deuxième extrait. Je n'ai pas l'âme comme toi. La Suisse. Oui,
la Suisse. Mais sur quel indice? Stéphane Echer, il est suisse, mais. Parce que Stéphane Echer est suisse. Écoutez les paroles, je suis du monde en Suisse. Ah oui, j'ai comment dans les paroles, il a pu savoir. Jacques, vous avez pu constater que ce Mathieu Davy était fort. Il aurait fallu le choisir. Merci. C'est le premier, arrive à 5. Qui gagne. Voilà. Alors attention, rien n'est perdu. Celle-ci, c'est hyper dur à trouver, mais écoutez les paroles hyper provocatrices. C'est parti. Sous le soleil du rail, le souvenir m'assaille. C'est Serge Gainsbourg, donc. Aïe, aïe, aïe. Écoutez le petit refrain. Il y a des couillonnes. Donnez un pays organisateur de Coupe du Monde. Hein. Espagne. Vous dites non, c'est pas Espagne. Vous dites comment, Jacques? Le Brésil? Non. L'Argentine? Non, mais vous êtes sur le bon continent. Bon. Ah oui, c'est la Colombie? Non. Bah, dis donc, le Le Mexique. Mexique? Non plus. Paraguay. Et vous avez entendu. Non, Uruguay. Le point pour personne. Le premier organisateur de la Coupe du Monde en 1930. Il a créé une chanson de folie. Hein. C'était le provocateur. Et c'est in Uruguay. Il parle des anciens qui entendu ça. J'ai pas entendu ça. Ouais, non, mais c'était. Bon, on reste à 2-0. Continuons. 4e extrait. Afrique du Sud. Oui, bien, Jacques. Bien. Eh oui. Ça fait 2-1. On continue. 5e extrait. Angleterre. Non. Le Japon. Oui, Japon, bien sûr. Begin Japan. Japon en 2002. Et oui, Begin Japan. Alors, Mathieu, vous, Geoffrey, vous qui avez. Je suis complètement dépassé sur ce sujet-là. Vous vous rendez compte, vous avez en plus un média qui parle de l'Asie. Donc. Oui, bon, voilà. Du coup, il va Attention. ouvrir une rubrique. Ça fait 2 partout. On continue. Brésil. Oui, Priscilla, ça fait 3-2 après avoir été mené 2-0. C'est ce qu'on appelle une remontada. 7e extrait. Oui, l'Amérique. Ça. Et Jacques, 4-2. 4-2. L'Amérique en 94 et en 2026. Le Brésil, c'était en 1950 et en 2014. Alors attention, balle de match pour Jacques et Priscilla, Geoffrey et Mathieu. Il faut réagir vite. Quel pays? Espagne. Non. L'Italie. Oui, l'Italie. 4-3. Nous avons un suspense digne d'une épreuve de tir au but. Et attention, dernier extrait. Non. Ah ouais, non, Suède. Vous dites quoi, Jacques? La Suède. Oui, la Suède, Oui, victoire mais de c'est Jacques et bon. Priscilla. Priscilla l'avait dit aussi. Bah voilà, Priscilla, vous avez gagné. On est raccord pour une fois. 5-4, bravo. Là, on va faire râler François Degois. Bravo, vous avez gagné. Tenez-vous bien, on est terriblement en retard, on le savait. Il est 18h. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été avec une actualité XXL, la forêt de Fontainebleau, l'affaire Jubilard, la pédocriminalité. Réagissez sur l'antenne, nos vraies voix vont vous donner le change. Vous avez un avis, 0826 300 300 ou par SMS également 7 20 18 avec VV, vous tapez VV comme vraie voix et évidemment Quentin Saunier se fera votre porte-parole puisqu'il est présent et observe tout ce qui se dit sur nos réseaux sociaux. La prochaine demi-heure sera consacrée à notre grand débat sur la pédocriminalité. La justice avance-t-elle au ralenti par manque 1 de sérieux, 2 de moyens, 3 de volonté? Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais avant, justement, la justice qui est au cœur de cette actualité. Premier point. Les vraies voix Sud Radio. Revenons sur le dénouement dans l'affaire Jubilard. Suite aux aveux du mari, les gendarmes ont engagé des fouilles en sa présence. Des ossements ont été découverts à 10 km du domicile des Jubilard, à Cagnac-les-Mines. Tout à l'heure, nous avions l'avocat des enfants du couple Jubilard. Les gendarmes du Tarn également tenaient un point presse cet après-midi. Écoutez cet extrait, le lieutenant-colonel Stéphane Mebloum. On a 100 personnels sur le terrain. On a des équipes cynophiles
On a des équipes LAD de lutte anti-drone pour éviter encore une fois que quelqu'un vienne prendre des images par le ciel. Donc on a un dispositif assez conséquent pour encore une fois assurer et permettre en toute sécurité et en toute quiétude le travail des enquêteurs sur le site. Je ne reviendrai pas sur les recherches en cours. Là, pour le coup, ça sera à la justice de faire l'état des lieux. Si le périmètre est maintenu, ça veut dire que les fouilles continuent. Vous nous dites ça ? Exactement. Tant que le périmètre sera maintenu, c'est que les fouilles continuent. Ça veut dire que les résultats de ce matin sont pas suffisants ? Je ne reviendrai pas là-dessus. On ne sait pas jusqu'à quand les fouilles seront menées. Ça, c'est l'enquête qui le dira. Voilà pour ce point presse donc à la mi-journée accordé par les gendarmes du Tarn qui donc sont présents pour les fouilles dans le cadre de l'affaire Jubilard. Autour de la table, nos vraies voix, Priscilla Ludowski, Geoffrey Vupero et Mathieu Davy. Vous êtes avocat. Mathieu, cette affaire qui est surprenante, cette affaire qui malheureusement à chaque fois nous apporte des rebondissements toujours très difficiles à entendre, mais en tout cas, la vérité avance. Gros travail des avocats, encore une fois, notamment des défenseurs de Cédric Jubilard, qui l'ont peut-être fait pencher et accepter de faire ses aveux. Une stratégie de défense, c'est pas gratuit. Ouais. Et la stratégie de défense de l'accusé, elle est pas immédiatement liée aux victimes, d'accord ? C'est même plutôt contradictoire, donc faut pas être totalement dupe. Les aveux peuvent permettre peut-être de réduire la peine. En revanche, si moi je me place du côté victime, je pense que pour les enfants qui ont eu cette double peine de ne même pas savoir où était le corps de leur maman, on dit souvent d'ailleurs que dans un procès pénal, c'est quand on retrouve le corps qu'on peut commencer son deuil, d'une certaine manière. Cette souffrance supplémentaire que leur a infligé leur père, de ne pas dire où était ce corps, ce qui vous place dans une sorte d'incompréhension, de stress et d'attente, au moins cette page-là se tourne. Donc on pense évidemment aux enfants qui, évidemment dans cette extrême douleur, ont au moins maintenant des certitudes. Bon. Et ça, c'est une avancée dans le procès. Ensuite, le corps va parler. Alors, après des années, c'est très compliqué de travailler sur des ossements, mais en sciences criminelles, comme on dit, le corps va parler. Alors peut-être que ça va apporter d'autres éléments dans ce procès sur les conditions de ce meurtre, sur des éventuelles blessures, sur le contexte en fait de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est intéressant pour le procès pénal lui-même, pour la manifestation de la vérité, comme on dit en droit. D'où la précision des opérations menées. C'était la raison pour laquelle le lieutenant-colonel Stéphane Mabloum, pour les gendarmes du Tarn, prenait beaucoup de précautions. Priscilla Ludowski, cette terrible histoire touche les Français parce que c'est d'abord un couple qui s'entretue aussi. Oui, parce que quand on regarde ce qui se dit dans les journaux depuis cette affaire et toutes les autres affaires qu'on peut voir passer, en fait, spontanément, on est en empathie en fait avec la famille, qui ait des enfants ou pas, ou voilà, avec les parents, les grands-parents. À chaque fois, on peut s'identifier éventuellement en fonction du secteur géographique, en fonction des âges des personnes concernées, en fonction de ce qu'on a pu vivre au sein de sa famille aussi. Donc je trouve que ça doit pas être facile pour la famille. À la fois, nous, on lit ce qui se passe dans les journaux, mais à la fois, eux revivent peut-être, je ne sais pas, ce qui se passe à chaque fois qu'ils relisent eux-mêmes les différents articles. J'imagine que c'est pas facile à traverser. J'espère surtout qu'ils sont bien entourés de spécialistes, de proches, et qu'ils arriveront à traverser tout ça avec la vérité, surtout au bout du tunnel, quoi. C'est très difficile, Geoffrey Vupero, à regarder ce genre d'horreur, d'histoire, parce que finalement, on se rend compte que il y a toutes les pathologies humaines qui se télescopent d'une certaine manière avec cet homme qui jusqu'au bout a nié. Oui, bien sûr. Alors c'est un drame. C'est ce qu'on appelle l'humain, malheureusement, et tout ce qu'il peut y avoir de si mauvais, et l'apparition du mal chez l'humain. C'est difficile d'avoir un commentaire là-dessus, si ce n'est que j'ai personnellement un peu de mal avec la feuilletonisation, si je peux me permettre, de ce genre de sujet, parce que c'est des sujets qui vont toucher toute la vie de la famille, éternellement en réalité, et
peut-être qu'avec un peu plus d'anonymat, il passerait mieux au-delà de cette histoire. Voilà, il y a aussi cette dimension effectivement qui est très 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 importante. Bon, voilà, nous voulions effectivement revenir sur l'info principale de cette journée. Nous marquons une respiration et donc dans un instant, nous ouvrons le grand débat. Pédocriminalité, la justice avance-t-elle au ralenti par manque de sérieux, de moyens, de volonté? En tout cas, on l'a. Gérald Darmanin, après avoir lancé un bon vieux coup de pied dans la fourmilière, après les errements de la justice pour traiter rapidement ou pas, ou tout simplement pour traiter des affaires de pédocriminalité, eh bien, comme a fait exprès, il y a des résultats. On y revient dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait demandé à tous les parquets de revoir l'ensemble des plaintes déposées dans les affaires de pédocriminalité. Résultat du concret que le ministre égrené hier soir à l'Assemblée nationale. Écoutez-le. Il y a eu exactement 69 626 dossiers d'affaires criminelles connus par les parquets et délictuels qui ont été absolument réétudiés. Plus 15 000 plaintes découvertes, si j'ose dire, chez les services enquêteurs où les gens sont venus déposer plainte, ce qui porte à 85 047 plaintes aujourd'hui recensées dans les parquets de la République. 38% de ces procédures concernent des faits criminels, 62% des faits délictuels. Dans 83% des affaires, l'auteur a été identifié. Et dans 91% des affaires, malheureusement, non seulement il n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure, mais pour 3/4 d'entre eux, ils font partie du cercle intime et familial des enfants. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, il a mis le coup de pied dans la fourmilière et il y a eu des résultats. Nous ne pouvions pas passer à côté de cette démonstration hier. #pédocriminalité. La justice avance-t-elle donc au ralenti par manque quoi? De sérieux, de moyens, de volonté? Autour de la table, les trois vraies voix. Priscilla Ludowski, figure du mouvement des Gilets jaunes, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer. Mathieu Davy, avocat, membre du collectif de défense de l'état de droit. Et Geoffrey Vupero, chef d'entreprise et chroniqueur sur la chaîne Rooftop français. Et puis bien sûr, notre auditeur Jacques de Mulhouse au 0826 300 300. Donnez-nous vous aussi votre point de vue. La justice avance-t-elle au ralenti par manque de sérieux, de moyens, de volonté? Jacques, je dis volontairement avance au ralenti parce que c'est une évidence, on est d'accord? Oh ben c'est une évidence, c'est clair. Mais il faut pas simplement mettre ça que sur le compte de la justice. C'est un état d'esprit qui remonte à loin puisqu'il remonte à 1968. Je ne vous ferai pas le rappel de ce que disait un sombre personnage qui ouvre toujours sa grande baboule sur les ondes pour dire qu'il aimait se faire tripoter par les jeunes filles. Mais donc, ça vous situe un petit peu le problème de la mentalité post-68 où tout est permis, tout est possible, il est interdit d'interdire. Vous osez porter la voix sur votre enfant, vous êtes passible de tribunal, etc., etc. Alors c'est très très large. Ouais. Alors c'est une mentalité de fond. C'est très effectivement, c'est très très large, Jacques, ce que vous dites. Alors reconnaissons quand même que mai 68 a permis des avancées dans la société, mais bon, c'est un autre débat et nous ne rentrerons pas dedans parce que par manque de temps, tout simplement. Vous, ce que vous dites, c'est un état d'esprit. Alors donc sans doute, peut-être, si je vous pose la question, ce ralenti, c'est plus un manque de volonté, si je vous comprends bien, plus qu'un manque de moyens, que de sérieux, cette avancée au ralenti de la justice, alors, Jacques? Mais si vous voulez, cet état d'esprit, il est aussi dans la justice. Aujourd'hui, on prend plus soin d'un délinquant qu'on prend soin de la victime. Bon, c'est alors Quand vous voyez qu'il y a des gens comme Salah Abdeslam qui a une cellule hyper luxe avec une salle de sport et compagnie, et qui ne s'en sortira jamais, qui continue dans son idéologie, il y a des gens qui sont irrécupérables. Et vous avez des criminels pour enfants qui sont irrécupérables. Ces gens-là, je suis désolé, il faut les mettre à l'écart de la société. Et dans ce genre de choses, je serais plutôt sur la ligne Dupont-Aignan, c'est-à-dire un bagne au Kerguelen, pour être sûr qu'ils ne viennent plus nuire à notre société. Donc on ne peut pas les tuer puisque Badinter a supprimé la peine de mort.
Il a également dégringolé toutes les sanctions judiciaires. Il faudrait remettre de l'ordre dans la justice. Donc pour vous, une méthode forte, on a bien compris, avec des sanctions. Bon, juste concernant Salah Abdeslam, je suis pas sûr que ce soit une cellule luxe, mais en tout cas, bon, on aura compris votre message, Jacques. Merci d'avoir apporté votre vision, on va dire, plutôt musclée par rapport. Mais n'est-ce pas la solution? Maître, j'avais envie de vous dire, Mathieu Davy, la justice, là, elle est montrée du doigt. Souvent, ce qui ressort, c'est vous n'y allez pas assez fort, vous prenez trop de temps. Il y a un problème, vous le sentez bien, vous, en tant qu'avocat? Bien sûr. Alors, si vous m'autorisez, j'ai quelques chiffres. J'ai la chance d'être l'avocat de l'association Move Enfant, qui travaille avec la Civise. Quelques chiffres, si vous m'autorisez. 5,4 millions d'adultes ont été victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. 3,9 millions de femmes, 14% de la population. 1,5 million d'hommes, 6% de la population. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. 160 000 enfants et plus subissent des violences sexuelles chaque année. D'accord. Sur les procédures, c'est là que c'est intéressant. 19% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance portent plainte. 12% en cas d'inceste. Une plainte sur 6 pour agression sexuelle sur mineur aboutit à une condamnation. 1 sur 10 en cas d'inceste. Le taux de condamnation est estimé à 3% des viols et agressions sexuelles commis sur un enfant, 1% en cas d'inceste. Bon. Ce que disait Jacques, c'est qu'on sent bien que ça ne peut pas être forcément que du ressort de la justice que d'avancer plus vite, parce qu'il doit y avoir aussi une prise de conscience. C'est très complexe. La pédocriminalité en France est massive et il serait bon d'ouvrir des grands états généraux de l'enfance une fois pour toutes, dès maintenant que l'affaire Liana a réveillé l'opinion publique et les esprits et qu'on se rend compte de cette espèce de raz-de-marée qui nous submerge. 85 000 plaintes, dossiers en cours de violences sur enfants recensés par le ministre de la Justice. Donc ça doit nous interroger tous sur notre civilisation, notre rapport à l'enfant. L'enfant est une victime muette, qu'on n'écoute pas la parole de l'enfant. Il faut écouter les enfants et il faut écouter les mamans. Parce que les mamans, qui sont souvent d'ailleurs victimes également de violences. mais les papas aussi, je suis désolé. Bien sûr, mais les papas aussi. Il n'y a pas que des mauvais papas et des bonnes mamans. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que quand on veut écouter un enfant, souvent il faut aussi donner la parole aux mamans. C'est ce que je dis. Ou au papa, bien sûr. Et au papa aussi. Bien sûr, aux parents. Ah ouais, vraiment. Le papa qui est privé de la garde dans le cadre d'un divorce et qui voit que son enfant est maltraité par le beau-père et qui est cautionné par la mère, je suis désolé. On peut pas faire une généralité. Je parle un peu avec mon cœur parce que ça me touche personnellement. Je suis désolé. Mon sujet n'est pas là-dessus. Mon sujet, c'est la parole de l'enfant doit être mise en place par des outils, par des professionnels, de manière beaucoup plus percutante qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est important. Ce sont des petites victimes muettes, alors que ce sont des véritables victimes. Donc il faut les traiter comme telles et permettre une vraie écoute. Outreau a fait mal, parce qu'on a peut-être à un moment donné cru qu'il fallait donner une parole sainte et sacrée à l'enfance, mais c'était un cas d'espèce. On est revenu en arrière à cause de ça, parce que vous vous souvenez d'Outreau, ça a peut-être déclenché des abus justement de poursuite ou autre, alors qu'en vérité c'était juste mal mis en place. Mais il faut pas revenir sur les acquis, d'écouter l'enfant et évidemment les victimes en premier. Alors sur cette justice, donc on voit bien Priscilla Ludowski que c'est beaucoup plus complexe que la justice, mais on voit bien, là, il y a eu des résultats. Gérald Darmanin a forcé et il y a des résultats. Alors vous dites quoi ? Il y a un manque de sérieux, il y a un manque de moyens, il y a un manque de volonté ? Déjà, j'ai vraiment honte de vivre dans un pays qui protège pas les enfants. Enfin, vraiment, c'est gênant, c'est honteux, c'est très personnel. Mais et ce qui est aussi fatigant pour faire partie d'associations comme beaucoup, c'est qu'il faut toujours que ce soit la société civile qui fasse du plaidoyer, du lobbyisme pour faire bouger les choses, alors qu'on a des députés, on a des sénateurs, on a un gouvernement. Et aussi,
en plus de tout ça, il faut toujours qu'il y ait un drame qui fasse le tour des médias pour qu'enfin ça se bouge. Est-ce que c'est normal qu'il faille que ce soit Darmanin qui dise à un moment donné, parce que il est contraint par la société civile et par les familles de victimes, de faire bouger les choses au sein de la justice? C'est pas normal, c'est censé être déjà leur travail. Alors c'est sûr qu'il y a une question de moyens. Là, au sein de la justice, ils le disent tout le temps. Ça aussi, c'est un sujet de toujours revendiquer des moyens. Ils disent, il nous manque ci, il nous manque ça, et on n'a pas de moyens. Donc qu'est-ce que fait ce gouvernement depuis 10 ans pour donner les moyens à la justice pour les enfants, pour les femmes, pour tout un tas de choses. Et les autres précédemment et les autres précédemment, parce que c'est un cumul des mandats. Et surtout, je trouve qu'il y a aussi une implication de tous les ministres sectoriels. En fait, il y a une question de prévention aussi, de détection des comportements. On dit beaucoup, oui, c'est pas à l'école d'éduquer sur certains sujets, mais j'ai envie de dire si, parce que si le foyer, c'est l'endroit où on dit que le pourcentage il est élevé, parce que c'est le proche qui agit. Donc ça veut dire qu'au sein du foyer, potentiellement, l'enfant, en sortant de l'école, il est en danger chez lui. Donc si la prévention, elle se fait pas déjà très en amont au niveau de l'école pour dire en fait, on ne peut pas toucher à certaines zones du corps de l'enfant, et que l'enfant intègre ça très tôt peut-être, il pourra trouver le courage à un moment donné de désigner, de dénoncer, etc. Donc je pense que la prévention, elle se fait à ce niveau-là, elle se fait aussi au niveau de la santé, tout ce qui est santé mentale, accompagnement. Enfin, j'entendais des personnes, des dames, qui je ne sais pas comment elles font pour survivre à ça, mais qui ouvrent des lignes d'écoute pour les personnes qui se disent pédophiles, donc qui sont pas passées à l'acte, parce qu'elles sont pas encore, selon ce qu'elles disent, elles sont pas passées à l'acte, donc elles sont pas qualifiées pédocriminelles pour le moment. Mais du coup, elles appellent ces lignes, elles se confient en disant j'aimerais passer à l'acte, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'écoute, j'ai pas d'endroit où aller, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là, pour qu'elles ne passent pas à l'acte et pour qu'on protège les enfants? Et ce sont des personnes de la société civile qui ne sont pas mandatées, qui prennent sur leur temps libre. Donc je sais pas comment elles prennent soin d'elles mentalement pour encaisser tous ces témoignages. Elles sont pas accompagnées. Donc en fait, les moyens, ils sont pas seulement au niveau de la justice, au niveau de l'éducation nationale, c'est au niveau de la santé, c'est au niveau de la société civile. Il faut vraiment qu'ils se bougent pour faire quelque chose, quoi. Et les chiffres que vous avez donnés, Mathieu Davy, je le rappelle, vous accompagnez ces associations de défense de l'enfant. Ces chiffres sont incroyables. Comment est-ce possible? Geoffrey Vuperrault, sur notre justice, alors. Oui, alors, Gérald Darmanin arrive maintenant, un peu comme D'Artagnan, en disant qu'il a des résultats, il a trouvé des chiffres, mais Gérald Darmanin, il était ministre de la Justice avant l'affaire Liana, et il y avait un ministère de la Justice avant l'affaire Liana. Donc, comme vous disiez, effectivement, c'est pas un sujet que je peux accepter comme étant comme ayant trouvé un sauveur avec Gérald Darmanin. Ça devrait pas exister. On est dans une société en France où c'est vrai, mais peu importe. Je veux dire, bon, il est là à cet endroit, et c'est important qu'il réagisse. Bien sûr, mais on n'est pas là pour lui dire bravo. On est bien d'accord. Il est en rétroaction de quelque chose qui est absolument putride et qui existe depuis très longtemps. Comme le disait tout à l'heure notre interlocuteur, c'est quelque chose c'est une idéologie qui se développe depuis de nombreuses années, je pense. Maintenant, on est dans un pays qui a des impôts très élevés, où on paye des taxes et où on n'est même pas capable d'avoir une protection des enfants. Aujourd'hui, comment on fait finalement? Parce que avec les affaires du périscolaire, l'affaire Liana, c'est plus ou moins la même chose. Finalement, il y a eu beaucoup d'avertissements qui ont été posés vis-à-vis de son agresseur. On hésite à mettre ses enfants dans le public finalement. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, dans le privé aussi, parce que regardez, à côté de Pau, pardon, j'ai oublié le... En tout cas, Bétaram, c'est du privé, quoi. En tout cas, on se trouve à payer des impôts titanesques, le pays le plus taxé du monde, et on ne sait pas comment s'occuper de ses enfants si on les confie à l'État. Ça me pose un énorme problème. Je pense qu'on ne devrait pas avoir à se poser cette question-là. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est pas ministre de la Justice depuis Liana. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors évidemment, il y a cette consultation qu'on a lancée. Dans un instant, Quentin Saunier vous donne vos réactions, ce que vous avez dit sur la chaîne YouTube. La justice avance-t-elle au ralenti par manque de sérieux, de moyens, de volonté? Personne finalement n'a trop tranché. Vous nous donnerez les résultats. Et puis, nous aborderons aussi l'un des grands thèmes du jour, la forêt de Fontainebleau qui brûle, avec des déclarations importantes d'Emmanuel Macron ce matin. À tout de suite. 17h-20h, les vrais 17h-20h, Frédéric Brindel. Nous y sommes, 18h33, nous entrons dans la 4e partie des vraies voix de l'été avec notre sujet qui fait débat ce soir sur la pédocriminalité. La justice avance-t-elle au ralenti par manque de sérieux, de moyens ou de volonté? Nous vous proposions de voter pour l'une de ces 3 possibilités après ce qui s'est passé hier et donc l'annonce par Gérald Darmanin suite à son coup de pied dans la fourmilière
de résultats concrets, d'incarcération, de dossiers qui sortent. Finalement, il fallait ce drame. C'est terrible et on ne peut imaginer. Donc, c'est une évidence, la justice avance au ralenti. Mais alors, par manque de quoi, cher Quentin Saunier, que disent nos auditeurs de Sud Radio ? Écoutez, là, c'est assez net encore une fois, par manque de volonté à 76%. Beaucoup de commentaires également. Pour Patrick, la justice n'avance même pas au ralenti, elle recule carrément. Et on a Luc qui nous dit la justice vient de traiter des milliers de dossiers de pédocriminalité, donc quand on veut, on peut. Ouais. Alors, juste une réaction d'une de nos trois vraies voix, celle de Mathieu Davy, évidemment, avocat. C'est votre métier, donc c'est votre grande maison. Vous sentez le manque de moyens, vous ? Oui, faut être honnête. On peut taper sur notre justice, la trouver lente. Mais il y a un vrai problème de moyens. On a un des plus petits budgets alloués par l'État à la justice en France. On n'est même pas à 7%. En Allemagne, on est à 14%. Donc, je suis désolé, en Allemagne, la justice des mineurs fonctionne bien mieux. Il y a plus de magistrats. Donc, on peut mieux travailler les dossiers. Il faut savoir aussi que les dossiers de pédocriminalité nécessitent du temps. Beaucoup d'auxiliaires de justice, c'est des investigations qui sont lourdes. Mais de la réactivité aussi. Naturellement, mais il faut aussi, il y a un temps long aussi d'écouter la parole des victimes. Donc, il faut combiner avec ça. Donc, je pense que les moyens doivent être posés sur la table. Il faudra peser dans la prochaine élection pour bien écouter les programmes des uns et des autres et voir qui met de l'argent dans la justice pour protéger nos citoyens. Voilà. Bien, personne autour de la table pense que c'est un manque de sérieux. Priscilla, Ludowski. Je dirais moyen, justice, volonté, sérieux de côté gouvernement. Ouais, voilà, oui, parce qu'il y a ça aussi. Geoffrey, moyen effectivement, parce que parmi la police et les forces de l'ordre également, ils ont tellement de dossiers sur les bras qu'il est difficile pour eux de réfléchir, de réagir. Et évidemment, moyen aussi, mais volonté en priorité, je pense. Bien, voilà tous les trois. Alors évidemment, tout à l'heure, vous les auditeurs, vous êtes nombreux à vouloir réagir sur cette question. Vous aurez la parole entre 19h30 et 20h avec Quentin Barbaza. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre point de vue sur cette justice qui avance au ralenti dans le cadre des affaires pédocriminelles. Donnez-nous votre point de vue, 0826 300 300, tout à l'heure de 19h30 à 20h. On retrouve justement Quentin Barbaza. Les vraies voix Sud Radio. Quentin, l'info en plus, votre rendez-vous consacré aujourd'hui à notre si belle forêt de Fontainebleau et qui a brûlé, dont pour l'instant l'incendie est maîtrisé. Il est fixé, il n'est pas encore maîtrisé, il y a encore des départs de feu. Plus de 2000 hectares sont partis en fumée. La forêt de Fontainebleau continue de brûler et Emmanuel Macron, notre président de la République, s'est rendu sur place à la mi-journée pour faire part de son soutien aux 950 pompiers mobilisés sur le brasier. Au cours de sa prise de parole, le président s'est montré intransigeant et souhaite plus de fermeté sur ceux qui détruisent le patrimoine national. Je veux que le message soit clair pour tout le monde. On a déjà, évidemment, je m'arrêterai là, des gens qui ont été appréhendés, mais rien ne sera lâché. Non mais, je veux que le message soit clair, ici comme partout en France, il n'y aura aucune tolérance et nous serons intraitables. Parce que ce sont des vies qui sont mises en danger, parce que c'est évidemment notre territoire national qui est attaqué à chaque fois qu'un feu se déclenche. Bon, alors Quentin, je fais réagir nos trois vraies voix, bien sûr. C'est bien toujours de remettre, on ne lâchera rien, on sera dur, mais dans les faits, ça veut dire quoi ? Enfin, comment peut-il y arriver, Geoffrey Vupero ? Dans les faits, c'est Emmanuel Macron qui pose ces mots. Encore une fois, j'ai pas compris, probablement parce que j'ai pas les compétences pour comprendre, mais j'ai pas vu de fond à ce qu'il disait, d'actes pratiques. On va lutter, mais je vois pas où ça peut aller. Il faudrait s'adresser en réalité plutôt qu'à Emmanuel Macron ou aux sapeurs-pompiers qui ont les compétences nécessaires. Bon, en même temps, il est président de la République et il les a rencontrés aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des décisions de justice plus dures, c'est ce qu'il veut dire, Priscilla Ludowski, vous le comprenez comme ça ? Bah ouais, mais il faut savoir, soit ils font ce qu'il faut auprès de la justice, soit ils font pas ce qu'il faut. On ne sait pas dans quel cas à chaque fois ils veulent faire des choses. On parlait de volonté tout à l'heure. En fait, s'il faut à chaque fois qu'il se passe quelque chose de très grave pour qu'ils soient volontaires, c'est un sujet. Mais bon, à part ça, ce que moi j'ai entendu sur ce dossier, je sais pas si c'est avéré, mais il y aurait 2 incendiaires et dont un qui serait pompier volontaire. Et je me pose la question de la manière dont on recrute les pompiers et la manière dont on
questionne la santé mentale des personnes dans chaque secteur, en réalité. Mais je me dis encore plus chez les pompiers, est-ce qu'on ne détecterait pas très en amont qu'une personne est pyromane? Je ne sais pas quels seraient les moyens mis en place pour faire qu'on détecterait ce genre de comportement. Mais en même temps, si on l'avait refusé chez les pompiers, il aurait quand même mis le feu aussi, peut-être. On ne sait pas, mais en tout cas, il faut préserver aussi la profession qui est dans ses propres rangs, des gens qui seraient capables de mettre le feu alors qu'ils sont censés l'éteindre. Et cela étant, on parlait de la pédocriminalité, mais on va dire que les pédophiles souvent travaillent dans des milieux où ils peuvent agir contre les enfants. On comprend bien le mécanisme. Voilà, donc il y a un sujet à être encore plus ferme à l'entrée. Et après, est-ce qu'au niveau justice, est-ce que Emmanuel Macron, quand il dit ça, c'est une manière d'interpeller la justice en disant ensuite la balle est dans votre camp et c'est à vous d'être ferme sur la sentence qu'il y aura pour ces deux personnes. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça le message. Vous le comprenez comme ça, maître Mathieu Davy? Bien sûr, et moi je rajouterais une donnée citoyenne. Il faut qu'on soit inflexible sur la question. Regardez aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui jette un mégot dans la rue, ça vous choque. Et si c'est un ami à vous, vous le reprenez. C'était pas comme ça il y a 20 ans. On jetait notre mégot. Et on doit avoir un comportement exemplaire aussi en forêt, en terrain vague. C'est impossible de laisser un mégot par terre. Donc il faut qu'on ait aussi une responsabilité collective. Et avec nos proches et nos amis, c'est tolérance zéro. C'est impossible. Alors on peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, mais en revanche, il faut que nous, citoyens, on soit aussi des vigiles de ce genre de comportement. On est capable de le faire dans d'autres domaines de responsabilité écologique. Là, il faut l'avoir parce que là, on parle vraiment de risque vital. Et c'est vrai que cette histoire de mégot, moi je l'ai déjà dit hier, mais c'est particulièrement énervant. Alors, deuxième point important de l'intervention à Fontainebleau d'Emmanuel Macron, Quentin Barbaza. Oui, bien sûr, c'était cette volonté de faire renaître de ses cendres la forêt. Emmanuel Macron a annoncé à la mi-journée la création d'un guichet unique, comme ce qui avait été le cas lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, incendie en 2019. On l'écoute, c'était ce midi. Dès maintenant, on va lancer la mobilisation pour replanter et rebâtir cette forêt. Et donc, la Fondation du patrimoine, l'ONF et la ville de Fontainebleau vont lancer là, dans les prochaines heures, un guichet unique pour permettre de collecter la solidarité nationale. Et je compte donc sur chacune et chacun pour pouvoir, dès maintenant, donner pour la forêt de Fontainebleau et nous permettre de faire le travail dans la durée, de replanter, de rebâtir et de continuer de nous améliorer aussi pour que cette forêt soit encore demain mieux protégée. Bon, c'est un petit peu à l'image de la cathédrale Notre-Dame. Alors, ce qui est le clin d'œil politique, pour ceux qui aiment la politique. Ce matin, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, avait proposé ça. Elle savait bien que Emmanuel Macron allait le proposer aussi. Elle a été plus rapide que lui. Bon, allez, ça c'est le clin d'œil. On s'en fiche, c'est comme ça. Il va falloir en passer par là. C'est réaction autour de la table. Oui, réaction bien sûr, parce qu'il demande encore l'aide des Français, bien sûr. C'est le patrimoine français, donc on est tous intéressés par ce sujet-là, mais je répète, on est assez imposé pour que l'État soit capable d'agir sur ce genre de situation. Moi, je suis un peu choqué qu'on demande encore du soutien des Français aujourd'hui. Bon, en même temps, il y a les grands mécènes qui peuvent... Oui, je pense que spontanément, il y aura toujours des grands mécènes qui vont, et même des personnes à qui ça tient à cœur de faire un don, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Mais je pense que même les grands mécènes auront envie spontanément. Je pense que Pécresse ou Macron fassent la demande ou pas, les grands mécènes feront ce qu'ils ont à faire. Mais c'est vrai que c'est assez embêtant d'avoir à attendre d'un chef d'État qui demande à ce que des personnes soutiennent financièrement alors que c'est à l'État de le faire. Bon. Dans l'absolu, une politique de reforestation, ça coûte pas cher en fait. Là, je parle au niveau global. Oui, il faut reforester partout sur le territoire. On parle d'arbres, il faut en planter au maximum. Pas de manière en batterie, il faut mettre des arbres différents, des espèces différentes pour créer une harmonie. Après, l'entretien des sols est particulier, parce que bien sûr, mais reforester, ça devrait être une priorité nationale et je crois pas que ça va nous plomber nos impôts. Bon, alors en revanche, ça peut nous plomber aussi nos vacances, parce que ça ne vous a pas échappé, pour vous qui êtes dans la partie nord de la France, l'autoroute A6, c'est ce qu'on appelle l'autoroute des vacances. Il se trouve qu'avec ce terrible feu, elle est fermée, cette autoroute A6 dans les deux sens sur un certain tronçon à hauteur de la forêt de Fontainebleau. Et évidemment, c'est la galère. Vous vous êtes renseigné, Quentin Barbaza, vous avez fait le point avec la société qui gère l'autoroute A6. Alors, et justement, je vais revenir sur cette information, Frédéric, parce qu'on a eu à l'instant un appel de la PR, cette société d'exploitation de l'autoroute A6, qui nous a dit que dès ce soir, à partir de 20h, elle allait réouvrir progressivement. Mais par contre, ils ont fait un point d'étape sur les 25 km qui ont été bloqués à la circulation pour faire un état des dégâts. Alors ces dégâts, lesquels sont-ils? Les grillages ont été brûlés à plusieurs endroits, mais ils offrent toutefois la résistance nécessaire pour empêcher l'intrusion des gibiers. Leur remplacement est prévu dans les mois à venir. Et ces mêmes grillages, ils présentaient à 15 endroits des ouvertures qui ont été pratiquées par les pompiers pour accéder au feu. C'est logique, c'est pour leur permettre d'aller éteindre le brasier.
Ouais, les gibiers, enfin les animaux, mais aussi les voitures qui voudraient rentrer sans passer par le péage. On peut imaginer également. Bon. Donc là, ils sont très vigilants aussi parce qu'ils savent. Voilà. Non, mais c'est important. Mais l'information, c'est ça, c'est que dès ce soir, à partir de 20h, l'autoroute A6 reprend à flux réduit. Alors, à flux réduit, donc ça veut dire pas toutes les files. Ben, je pense que ça sera sur qu'une seule voie. J'ai pas l'information, mais je pense que ça sera qu'une seule voie pour faire intervenir les usagers de la route et une autre pour faire intervenir les secours et les sociétés d'autoroute. Comment ça s'est passé ces derniers jours? Parce que ça a dû être une histoire complètement démesurée, parce que c'est un axe routier très 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 utilisé. Hein. Ah bien sûr, surtout en cette période de vacances. Mais il y avait plusieurs autoroutes de substitution, des itinéraires bis comme on les appelle. Pour les personnes qui voulaient aller dans le sud, il fallait prendre l'A5 depuis Paris et la suivre en passant par Troyes, puis rejoindre l'A6 au niveau de Beaune, ou alors toujours en utilisant l'A5, vous pouvez vous récupérer l'A6 au niveau de Courtenay via l'A19. La bifurcation se situe au niveau de la commune de Sens, et pour rejoindre la capitale, il est également possible d'emprunter l'A77 et l'A19. C'est peut-être des routes qui roulent un peu mieux. Voilà, c'est important, parce que même si ça reprend, quelle heure vous avez dit? À partir de 20h. À 20h, même si donc l'autoroute A6 reprend à partir de 20h, et c'est une information qu'on vous donne sur Sud Radio, information très importante, mais n'oubliez pas ces itinéraires dont vient de vous parler Quentin Barbaza, parce que ça permettra aussi de désengorger. Fluidifier. Voilà, de fluidifier. Ouais, vous n'habitez pas très loin en plus, vous, Priscilla Ludowski. Oui, dans 77, mais c'est encore un peu plus loin, Fontainebleau. Oui, voilà. Bon. Très bien. Dans un instant, nous parlons au Tour de France. Merci Quentin Barbaza pour ces infos en plus. Il y en avait tellement. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant, le Tour de France. Sud Radio. Parlons 17h-20h, Frédéric Brindel. Demandez le programme, les vraies voix de l'été, avec ce soir Priscilla Ludowski, Mathieu Davy et Geoffrey Vupero. Nous avons débattu avec eux, notamment sur la justice et les problèmes de pédocriminalité, sur la forêt de Fontainebleau, sur l'affaire Jubilard. Vous réagissez dès 19h30, de 19h30 à 20h au 0826 300 300. Nous vous recevrons avec Quentin Barbaza pour revenir sur tous ces thèmes d'actualité. L'actualité qui passe aussi par le sport, et c'est heureux, et notamment le Tour de France. Nous avions aujourd'hui la 12e étape départ de Manicourt, et ce n'était pas donc en voiture, effectivement, ni en moto, mais bien à vélo. Circuit de Nevers-Manicourt jusqu'à Chalon-sur-Saône, dans le bon ordre les lettres, et 179 km 100 avec une arrivée au sprint. Pascal Chanteur, notre consultant. Bonsoir Pascal. Bonsoir à toutes et tous. Bon, on rappelle ce qu'on a vécu tout à l'heure en direct. Arrivé au sprint, Tim Merlier devant Olaf Koy, Jasper Philipsen et Binyam Girmay. Le premier français, une nouvelle fois, Clément Russo, 8e. Mais il y a eu cette chute, Pascal Chanteur, qui a fait, on se posait la question tout à l'heure, mais des dégâts à Chalon-sur-Saône. Oui, bien sûr. Dès qu'il y a une chute dans un sprint, vous savez, lorsque vous êtes lancé à plus de 60 km/h, c'est toujours très dangereux, mais tous les coureurs sont repartis, sauf que il y a des prémices de fracture de la clavicule qui est en général la fracture systématique lors d'une chute à vélo à forte vitesse. Donc on va voir les résultats médicaux qui vont être donnés d'ici peu. Oui, a priori pour Fernando Gaviria, donc le sprinter colombien qui a passé la ligne avec le bras dans cette position traditionnelle. Alors, regardez la transition, hein, appréciez, de la clavicule à la canicule, il n'y a qu'un mot, il n'y a qu'une lettre. Le temps aujourd'hui pour les coureurs, c'était moins canicule que peur des orages. Alors comment ont-ils vécu d'un point de vue météo cette journée? Il y a eu des orages ou pas? Non, il y a eu quelques averses, mais par contre, ils ont commencé à pouvoir respirer correctement. Les températures ont baissé pour arriver à 32, 33 à Chalon-sur-Saône. Donc c'est beaucoup plus vivable, c'est beaucoup mieux pour les organismes et la récupération. Et d'ailleurs, on le voit bien lors du sprint, la hiérarchie a été totalement respectée. Vous avez donné le classement tout à l'heure, et on voit bien Tim Merlier au-dessus du lot, et derrière Olaf Koy qui a déjà gagné une étape, Philipsen qui a énormément de mal, Girmay qui est présent mais toujours pas sur le podium. Donc voilà, la hiérarchie respectée. Bon, sur les Français aujourd'hui, beaucoup d'attaques. Matteo Vercher, Wayne Kostiou, Baptiste Weisstroffer, Romain Grégoire, le champion de France dans le final. Les Français se battent bien, vous qui êtes président de l'UNCP, du syndicat des coureurs.
Oui, les Français sont à l'attaque, mais on voit bien que c'est une chasse gardée lorsqu'il y a des étapes de plat pour les sprinters. Et puis, dès que ça commence à être accidenté, eh bien, les hommes du classement général s'en donnent à cœur joie pour le maillot jaune, Tadej Pogačar tenter de gagner l'étape. Et puis pour les autres, essayer de le déstabiliser, voire eux aussi gagner la leur. Et côté français, il y a eu une chute, on l'a dit tout à l'heure, à l'arrivée, le sprinter, alors il n'est pas pur sprinter, mais il fait les sprints, Dorian Godon, vous avez pu avoir des nouvelles? Pas forcément, c'est pas évident de les avoir. Non, il a rien de cassé, mais par contre, il a des contusions un peu partout. Voilà, le véritable problème d'un coureur cycliste, que ça soit en descente ou dans un sprint, à ces vitesses-là, vous devenez rapidement une pizza. Oui, parce que ça s'arrache de partout. Merci beaucoup Pascal Chanteur. Le spécial Tour de France, c'est dans un instant. Nous recevrons ce soir un des plus grands as du sprint du cyclisme français, Jimmy Casper. Notre consultant Samuel Dumoulin sera là. Nous reviendrons sur cette étape. Le temps de saluer donc nos 3 vraies voix qui ont écouté religieusement ce Tour de France. Qui va gagner, Mathieu Davy, le Tour de France ? Parce que je suis breton. Du coup, vous voyez, Maxime, notre réalisateur, savait bien que vous diriez une bêtise. Il ne vous avait même pas branché votre micro. Il a bien fait. Vous disiez ? Je disais Bernard Hinault parce que référence bretonne, toujours, évidemment. Qui s'appelle aujourd'hui Tadej Pogačar. C'est ça. Voilà. Vous suivez un petit peu Geoffrey, vu Perrault ? Non, je connais pas du tout, mais je dis pareil. Voilà. Très bien. Et Priscilla Ludowski ? J'aurais mieux fait de demander à mon père qui est hyper fan. Ouais, d'accord. Mais enfin, quand on représente les gilets jaunes et qu'on sait que le maillot jaune du Tour de France, quand même, magnifique. Franchement, magnifique. Merci à vous 3. C'était un bon moment. Dans un instant, spécial Tour de France. Puis vous prenez la parole sur les sujets d'actualité sur Sud Radio 0826 303.